Et si tu pouvais avoir la capacité à systématiquement avoir l'idée qui tue. Imagine qu'un publicitaire, quelqu'un qui soit expert de ces clips télévisés qui font qu'une idée va s'imprimer dans ta mémoire, va attirer ton attention, susciter ta curiosité. Mais si ce mec-là, en fait, finalement, il reprenait toute son expérience, il le mettait dans un livre, et ben ça donnerait ce livre-là. Et c'est le livre de Nicolas Bordas. Nicolas Bordas, qui est l'un des dirigeants de TBWA, une agence très connue mondiale. Donc ce livre, il représente évidemment donc cette méthodologie-là, c'est ça que tu vas pouvoir découvrir. Mais moi, il me touche personnellement parce qu'il représente un peu une période spécifique, notamment de sortie d'école pour moi et de découverte un petit peu du monde du travail, de l'environnement parisien. Pourquoi? Parce que Nicolas Bordas, moi j'ai pu le croiser sur un rendez-vous, je pense pas qu'il se souvienne de moi nécessairement du coup, mais il m'a été présenté et ce livre du coup m'a été suggéré, la lecture de ce livre m'a été suggérée par une certaine Noy que j'avais rencontré à travers un stage quand je découvrais un petit peu le monde du travail à Paris. Noy, elle était lobbyiste à l'époque et découvrir, si tu veux, ce livre et les différentes personnes que d'ailleurs elle a pu me faire rencontrer, ça m'a permis de me rendre compte un peu de toute la mécanique qui existe derrière tout ce que tu vois à travers les médias, à travers les marques, à travers les produits qu'on te vend, etc., etc. Et que derrière tout ça, en fait, il y a des milliers de métiers, il y a des milliers de gens qui travaillent sur des idées et sur leur mise en œuvre. Et ce livre, je trouve que c'est vraiment une très belle illustration de tout ça. C'est aussi intéressant pour deux autres raisons. La première, c'est que souvent, en fait, quand tu regardes aujourd'hui tout ce qui parle d'entrepreneuriat, on va souvent entendre que l'idée, finalement, c'est pas ce qui compte. Alors que c'est un peu le réflexe des gens, mais tu n'as pas d'idée, j'ai pas d'idée, je crée pas mon entreprise. Et à l'inverse, du coup, il y a des tas de gens comme Gary Vaynerchuk, par exemple, qui répandent le fait que les idées, c'est de la merde sans leur exécution. Et donc là, c'est intéressant parce que c'est un pamphlet autour de l'idée, finalement, un manifeste sur comment créer des idées fortes. Un manifeste assez intemporel, je dois le dire, parce que j'ai relu le livre du coup. Aujourd'hui, on est en 2022. Ce livre, il date de 2012, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est vrai, ok, voilà. En tout cas, c'est un tirage qui date de 2012. Et puis en même temps, c'est un livre qui est sorti en 2012, donc avant l'arrivée de The Family sur le marché de l'entrepreneuriat et sur l'éducation des entrepreneurs. Donc c'est un moment où ce livre il sort à un moment où il n'existe pas toutes ces ressources pour apprendre justement à tirer profit des idées et les marketer. Et je trouve que du coup ça en fait un livre très intéressant pour ça parce que c'est des principes qui sont totalement intemporels. Donc l'intention ici finalement de Nicolas Bordas, c'est de partager toute son expérience. Ça fait plus de 25-30 ans qu'il travaille dans cet écosystème à proposer des idées à ses clients et à faire en sorte de choisir les meilleures idées. Donc c'est un passionné des idées. Et il écrit ce livre du coup pour ceux qui ont un projet, qui veulent essayer de gagner la bataille des idées, qui veulent réussir à pousser leur projet. Et puis en même temps, ceux qui ne veulent pas se laisser influencer, ceux qui veulent mieux comprendre leur environnement. Et donc c'est pour ça que tu peux voir la partie business, mais aussi la partie politique, culture, et comprendre finalement comment ne pas se laisser embrigader dans une forme d'idéologie. Donc ce livre, il est très bien écrit, il y a des exemples extrêmement bien choisis. Si ça t'intéresse de le découvrir, je t'invite vraiment à aller en description, j'ai mis le lien vers Amazon. Et puis sinon, tu peux rester pour les 4 parties du livre. Je vais te donner les idées, les grandes idées. Je ne pourrais pas tout te dire parce que sinon, ça nous prendrait beaucoup trop de temps. Mais je vais essayer de te tirer la substantifique moelle et j'espère que ça t'intéressera. Donc, partie numéro 1. Cette partie-là, c'est vraiment une partie contextuelle sur la société de communication, les nouvelles possibilités d'émergence des idées. Donc là, c'est assez chouette parce que dans ce premier chapitre, Nicolas Bordas il nous parle de l'arrivée d'Internet, de l'arrivée de Facebook. Et là, on est 10 ans plus tard, il y a eu plein d'autres acteurs qui sont arrivés. Et tout ce qu'il écrit finalement se vérifie, à savoir que tous ces nouveaux médias, c'est des véritables moyens d'avoir une logique de contre-pouvoir. C'est-à-dire que peu de personnes, en se mettant autour de la table avec de bonnes idées, elles sont capables, via des médias gratuits, de créer des véritables contre-pouvoirs, que ce soit des lobbies pour batailler contre des marques qui ont eu des mauvaises actions. On a bien vu tous les buzz qu'il y a eu autour du climat, autour des élections, etc. etc., etc. Et puis voilà, donc ce qu'il nous dit dans ce chapitre-là, finalement, c'est que c'est bien pour le meilleur, l'émergence de nouveaux lobbies pour protéger les consommateurs, l'émergence de stars, il y a énormément de stars qui arrivent à percer sur les réseaux sociaux, à fédérer les communautés.
parfois beaucoup plus forte que certains partis politiques. Et puis c'est aussi pour le pire, parce que du coup, tu peux aussi avoir des manipulations de masse. On l'a vu par exemple avec la manipulation des élections aux États-Unis et puis dans les pays d'Amérique du Sud, avec le dernier documentaire qu'on peut voir sur Netflix où on voit cette agence avec le scandale de Cambridge Analytica, etc. etc. Donc voilà, en tout cas, la conclusion de cette partie 1, c'est que toutes les idées ont leur chance aujourd'hui dans un monde où la communication est ouverte et où tu as des tas et des tas de médias qui peuvent t'aider à communiquer tes idées. La partie numéro 2, ici on va parler des conditions d'émergence de l'idée. Comment on fait finalement pour lancer une idée, et ça avec 4 leviers. Le premier, ça va être le contexte, et forcément, c'est-à-dire qu'une idée, c'est le fruit d'un contexte, d'une époque, d'événements, d'identité. Là ici, le but de cette partie-là, c'est de te montrer qu'une idée, elle va être préparée, il va falloir préparer l'opinion. C'est pour ça qu'on a besoin de lobbyistes, c'est pour ça qu'on a besoin de gens qui réfléchissent en amont à potentiellement créer un contexte pour faire accueillir l'idée. Deuxième étape, ça va être la subversion. Et c'est quoi la subversion? C'est finalement qu'une idée, elle est là pour renverser une autre idée. Et que finalement, quand une idée s'oppose à une autre, on la remarque plus facilement. Et donc, là ici, Nicolas Bordas, il va nous parler de la force et de l'usage du paradoxe. Pourquoi finalement la notion de paradoxe, ça va agir comme un pattern interrupt, ça va attirer notre attention, ça va nous marquer. La mécanique de l'opposition finalement, comment on oppose des choses, comment des démonstrations qui ont l'air scientifiques mais qui sont finalement irrationnelles peuvent heurter notre mémoire, heurter notre sensibilité. Et puis aussi le concept de révolution, quelque chose qui arrive et qui bouleverse tout. Donc là, je ne t'en dis pas beaucoup plus parce que sinon, je vais te spoiler tout le livre. Troisième étape dans les conditions de l'émergence d'idées, c'est l'importance du porte-parole, l'importance de l'influenceur. Donc là, ici, d'ailleurs, c'est rigolo qu'on parle d'influenceur puisqu'on a résumé le livre de Phil Knight, L'art de la victoire, l'histoire du fondateur de Nike. Et Nicolas Bordas, il nous cite Phil Knight justement en nous montrant que finalement, dans la popularisation de Nike, Michael Jordan a été très important, mais la personne la plus importante finalement c'était son fondateur Phil Knight qui par le choix des athlètes qu'il a choisi pour représenter sa marque a réussi à trouver tout un tas de porte-parole pour porter la force de sa marque. Ensuite, on a aussi la notion de punchline et de médias. C'est important d'être capable d'avoir le bon timing dans les médias et de ne pas forcément être dans l'improvisation. Parce que quand on regarde un média, quand on regarde une vidéo YouTube, on peut avoir le sentiment que tout est improvisé, alors que la réalité, c'est que souvent, quand tu as des punchlines, par exemple des punchlines très politiques comme le abracadabrantesque de Chirac, en fait, ça a été préparé en amont, ça a été brainstormé par toute une équipe. Et voilà, ça ne s'improvise pas et les porte-paroles, il faut les préparer pour qu'ils soient bons ensuite. Et puis la quatrième étape, ça va être la notion de lancement pour les conditions d'émergence d'une bonne idée. Et là, c'est vraiment une histoire de timing. Choisir entre être le premier, être capable de sécuriser son idée parce qu'on est le premier et qu'on risque de se faire copier ensuite, ou alors assumer un rôle de numéro 2, par exemple comme la marque Avis, qui a assumé ce rôle-là face à Hertz et qui a fait une super campagne publicitaire là-dessus par le passé. Est-ce que relancer une idée passée, c'est pas une bonne idée? Par exemple, remettre au goût du jour les différentes marques de voitures. On a vu que c'était une tendance à un moment donné avec l'Austin Mini, la Fiat 500. Ou alors, tout simplement passer à autre chose, être capable de clôturer une idée, clôturer un parti qui a fait son temps pour relancer un autre. Ça, finalement, c'est le choix justement du fondateur, c'est le choix du porteur de projet. Dans tous les cas, il va falloir rechercher une forme de cohérence en fonction de l'angle de tir que définit ton idée. Pourquoi? Parce que tu vas avoir des prises de parole, tu vas avoir des porte-paroles, tu vas avoir des gens qui vont diffuser ton idée. Une idée, elle est d'autant plus forte qu'elle va être cohérente et que tout le monde va s'accorder autour d'une trajectoire bien spécifique. Et tu le vois très bien dans les médias, dès lors qu'un parti politique définit une ligne stratégique et puis qu'il y a des sorties qui sont paradoxales, qui ne sont pas cohérentes, qui sont même parfois qui ont l'air un petit peu stupides, et tout de suite ça leur est reproché et ça crée de l'incohérence et donc ça mine le manifeste et le projet initial du parti entre guillemets. Donc toute la difficulté d'une bonne idée, c'est ça justement, c'est finalement sa durée de vie, être capable d'avoir une durée de vie longue en ayant une capacité à imprimer l'espace, imprimer la postérité, en restant cohérent tout au long du temps. La partie numéro 3, là, on va rentrer vraiment dans la technique de la communication de l'idée avec une première formule, c'est la formule qui est très chère à Nicolas Bordas du « et si ». Et si, c'est une formule qui va permettre de débloquer quelque chose, débloquer de la curiosité, débloquer, casser les codes. Et clairement, tu es en réunion, tu dis « et si »
la suite de la proposition, elle sera forcément un petit peu disruptive. Et si on faisait ceci, et si on faisait cela. Et l'avantage, c'est que ça marche dans tous les contextes. Par exemple, tu as une formule de maths complexe à résoudre, et un scientifique, il va dire, et si finalement on n'essayait pas de changer cette variable-là, et si on n'essayait pas de changer cette hypothèse, d'un coup, en fait, ça ouvre un éventail de possibilités. Et c'est la première étape pour que ton idée, quelque part, tu puisses vraiment anticiper et appréhender l'exhaustivité des possibilités qui s'offrent à toi, justement pour bien choisir. Ensuite, il va falloir que tu trouves la formule parfaite, le slogan qui va susciter le plus de désir et qui sera le plus mémorable. Par exemple, et là Nicolas Bordès nous donne l'exemple des 35 heures, et si on remettait en cause la durée du temps de travail, ça c'est la question qu'on pose, qu'a dû se poser l'équipe de Nicolas Sarkozy à l'époque, et puis forcément c'est travailler plus pour gagner plus, ça c'est le slogan qui en a découlé. Alors je ne suis pas là pour commenter la portée politique positive ou non de cela, mais juste pour comprendre la mécanique entre je réfléchis à mon idée et puis je décide d'un slogan qui va impacter les foules. Ensuite, un tip que nous donne Nicolas Bordès, c'est chercher un titre de livre pour supporter son idée. C'est-à-dire que ton idée, si tu te dis tiens, ça va être un livre et il doit communiquer une idée forte et je vais communiquer ça dans un livre de 200 pages, qu'est-ce que ce serait comme titre de livre? Et ça te permet du coup de trouver quelque chose qui est impactant et tu retrouves cette notion d'intemporalité dans le titre d'un livre. L'idée qui tue, c'est pas les meilleures techniques de communication en 2012. Du coup, le titre, les meilleures techniques de communication en 2012, il serait temporalisé dans cette année-là, et pourtant il a bien été sorti en 2012. En ayant choisi ce titre-là, Nicolas Bordès y rend son œuvre intemporelle, et potentiellement on en parlera encore peut-être en 2030, justement parce que toutes les idées qu'il développe là, globalement, elles retentissent encore aujourd'hui. Même s'il y a des exemples qui sont actualisés plutôt de 2012, et donc peut-être que d'ailleurs il y a eu une version 2 entre-temps, j'avoue que j'ai pas regardé. Ensuite, il nous parle aussi du choix du nom de l'entreprise. Donc, bien sûr, c'est sûr que si on avait appelé l'entreprise SteveJobs.co, ça n'aurait pas eu le même impact que Apple. Pareil pour Virgin versus Richard Branson. Donc, le choix du nom, c'est le choix de la postérité. Comment je fais pour avoir un nom de projet qui va porter le projet. Ensuite, il y a l'importance de la symbolique. La symbolique pour créer une image mentale auprès de ton public, pour te distinguer de la masse, pour créer aussi de l'événement. Finalement, quand tu es capable de heurter l'image de ton public, c'est aussi être capable de créer de l'envie, du teasing. C'est les fameuses files qu'on voit avant la sortie d'un produit Apple. Et là, du coup, c'est marrant parce que ce chapitre-là, il m'a vraiment fait penser à Orelsan. Orelsan qui a développé toute une iconographie. Dans son dernier album, il a carrément créé un drapeau avec différentes couleurs, différents symboles. Et on a vraiment toutes ces caractéristiques-là qui se retrouvent ici. Voilà. Et enfin, on va avoir un chapitre une partie dans cette partie 3 sur la communication de l'idée, sur l'importance des histoires, sur évidemment la formule « Il était une fois » qui déclenche chez nous l'apparition de notre côté enfant pour conceptualiser des histoires. Là, Nicolas Bordès nous parle aussi des 2 R, le R du rêve et puis le R du rire. Le rêve, ça va être l'évasion. Ces pubs qui te font imaginer un vol absolument fantastique dans une compagnie aérienne, donc nous prenons l'exemple d'Air France. Et puis tu as aussi les pubs qui sont humoristiques, qui font appel au rire, à l'humour. Et ça, on l'a vu dans une vidéo que j'ai publiée cette semaine sur Love Tactics, donc les techniques pour devenir marrant. Et dans cette vidéo-là, ce que j'ai expliqué, c'est que justement le rire, ça permet 2 choses, ça permet de s'évader, mais ça permet aussi d'améliorer ses compétences sociales, notamment parce que le rire, ça va déclencher quelque chose de fort. C'est une relation intime entre 2 personnes qui comprennent un sens caché des mots ou d'une situation. Et donc l'humour, ça a une force extrêmement forte dans la création d'une histoire forte. Et puis enfin, pour créer une histoire forte, il faut aussi être capable d'étonner avec une accroche, avec une chute, donc articuler une histoire de la meilleure manière et aussi avoir un insight, un apprentissage, quelque chose où ton lecteur, ton audience va repartir avec et va se sentir grandi après avoir consommé ton contenu, consommé ton histoire, consommé ton idée. Alors là, il y a aussi dans ce chapitre-là, de cette partie sur la communication de l'idée, plusieurs passages sur le marketing, le branding, l'utilisation des médias. Je zappe un peu cette partie-là, mais je t'invite à aller la voir parce que c'est très intéressant et ça reste très actuel. Et puis la dernière partie, la partie 4, c'est comment des idées deviennent des idéologies.
Et là, on a un parallèle qui est hyper intéressant entre la notion de marque et puis la notion de religion, avec notamment toute une formule. Nicolas Bordas va disséquer finalement la religion pour trouver une formule qui montre que les marques d'aujourd'hui, elles font ni plus ni moins que reproduire cette mécanique de diffusion de la religion avec la création d'un pamphlet, la création d'un document qui va incarner les valeurs de l'entreprise ou du projet, avec l'utilisation d'évangélistes, d'apôtres. Bref, je te spoil pas complètement la formule et ce passage-là parce que c'est vraiment intéressant à découvrir par toi-même, mais en tout cas, c'est toutes les composantes à ne pas oublier pour être sûr que ton idée elle se diffuse bien. Et puis enfin, une question aussi à se poser, c'est à qui profite l'idée. Là, c'est plutôt un passage pour faire en sorte de ne pas te laisser influencer par les idées. Pose-toi toujours cette question quand il y a une pub ou il y a un message qui vont réveiller des émotions fortes chez toi, où tu vas avoir envie de défendre une cause. Pose-toi la question de à qui profite cette idée. Parce que parfois, tu peux avoir une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire des gens qui veulent vraiment changer les choses dans le monde. Parfois, ça peut aussi être des lobbyistes, ça peut aussi être des gens qui préparent un contexte, qui préparent l'opinion pour l'arrivée d'un produit, pour l'arrivée d'un projet politique. Et là, ça peut être, comme on l'a vu au début du livre, pour le pire comme pour le meilleur. Et puis enfin, il y a une conclusion intéressante avec notamment 2 points. Le premier, c'est le point sur le problème de la créativité en France en fait, avec notamment un problème dans l'éducation où tout ce qu'on apprend dans ce livre-là, finalement, c'est des choses qu'on pourrait nous enseigner à l'école au travers d'ateliers, au travers d'exercices, au travers d'éveil de cette capacité des enfants à garder leur capacité à communiquer des émotions fortes. Nicolas Bordas nous parle aussi du problème du rapport à l'argent qui est un problème en France. Et puis de notre côté très cartésien en France qui fait que du coup on est moins fort que d'autres cultures comme les Américains par exemple qui eux baignent dans une éducation au storytelling, au show and tell où ils doivent aller à l'école, présenter leur animal de compagnie, présenter leur passion et voilà des choses qu'on ne fait pas assez ici. Et puis enfin il finit par 10 commandements, les 10 commandements pour vraiment réussir à booster ton idée. Donc finalement c'est un résumé, ces 10 commandements du livre, donc on va les relire ensemble. Numéro 1, tirer parti du contexte, être capable de bien comprendre dans quel contexte culturel, économique t'arrive et comment tu vas faire pour que ton idée elle s'appuie sur des opinions existantes. Radicaliser la subversion, être capable de s'opposer à quelque chose, tout de suite identifier tes ennemis pour pouvoir te battre contre eux et donc bénéficier de la visibilité qu'ils ont déjà. Définir un porte-parole, est-ce que c'est toi parce que tu incarnes les valeurs de ton projet ou est-ce que tu vas trouver quelqu'un d'autre qui incarnera encore plus les valeurs de ton projet, que ce soit par la performance, la pertinence et puis la place déjà occupée. Soigner ton introduction, donc bien réfléchir au timing, être capable de bien choisir les médias, bien choisir les espaces où tu vas t'introduire, trouver la formule choc, être capable de trouver le bon slogan, s'approprier des symboles forts pour créer toute une symbolique, créer une iconographie, marquer les esprits, raconter une histoire, écrire un manifeste pour pouvoir du coup, être sûr que ton message il soit transporté et qu'il aille le plus loin, qu'il soit une idée la plus forte. Et puis multiplier les preuves, être capable, ça c'est une partie du chapitre sur la partie marketing et branding, avoir des preuves d'autorité, avoir des choses tangibles qui fait que du coup tu parleras aussi au cerveau rationnel finalement de ton audience. Privilégier les médias gratuits d'abord et puis ensuite booster un peu avec des médias payants pour augmenter le buzz. Et puis enfin entretenir tes réseaux, être capable de faire en sorte que ton idée elle aille le plus loin possible. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, si le livre t'intéresse, moi je t'invite à aller le découvrir sur Amazon en cliquant dans le lien dans la description. Si la vidéo t'a plu, le mieux c'est que tu mettes un like, ça me motive beaucoup à faire d'autres vidéos comme ça. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche. Et puis moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.